Donc, je suis le professeur Muriel Brix et je vais vous entretenir de l'anatomie dentaire, l'anatomie des dents. Les dents sont des organes buccaux organominéraux d'une très grande dureté, servant à la préhension, à la rétention et au broyage des aliments. Ce cours va suivre le plan suivant. Nous allons d'abord parler de l'organe dentaire, puis d'embryologie, puis de la mise en place des dentures et enfin de la morphologie dentaire. À la description classique de la dent, formée d'une couronne, d'une racine et creusée d'une cavité pulpaire, s'est substitué le concept plus large d'organe dentaire. Cet organe dentaire est formé de l'odonte, ou dent anatomique, et de ses tissus de soutien, le parodonte. Sur le plan anatomique, l'odonte est divisé en deux parties. La couronne et là où les racines réunies par le collet. La couronne est sa partie visible et fonctionnelle et comprend de la périphérie vers le centre l'émail, la dentine et la pulpe. Le collet unit la couronne de la dent à la racine. Là où les racines, ou apex, d'implantation intraosseuse comprennent de la périphérie vers le centre, le sément, la dentine et le canal pulpaire qui se termine par l'apex. Entre couronne et racine, le collet de la dent est serti par l'attache épithélio-conjonctive de la gencive qui forme un joint d'étanchéité avec le milieu buccal. Le parodonte est constitué par le sément, le ligament alvéolo-dentaire ou desmodonte, l'os alvéolaire et la gencive. L'odonte est constitué de 4 éléments: l'émail, la dentine, la pulpe et le sément. L'émail est le tissu dentaire normalement visible qui recouvre la couronne. C'est la substance la plus dure et la plus minéralisée de l'organisme. Acellulaire, il est composé à 96% de matière minérale, principalement composée d'un réseau de cristaux d'hydroxyapatite, le reste étant composé d'eau et de matériel organique. Dans le processus carieux, ces cristaux sont déminéralisés par la baisse du pH intrabuccal, provoquée par l'acide lactique, formé de la réaction entre les bactéries et le sucre. La dentine, aussi appelée ivoire, participe à la constitution des deux unités anatomiques de la dent, la couronne et la racine. La couronne intraorale, où la dentine est recouverte par l'émail, la racine intraosseuse, où elle est recouverte de sément. La dentine est un tissu cellulaire, moins minéralisé que l'émail. Elle est composée à 70% de cristaux d'hydroxyapatite, à 20% de matière organique et à 10% d'eau. La pulpe dentaire est un tissu conjonctif possédant des fonctions nutritives, neurosensorielles et réparatrices. La zone périphérique est constituée par les odontoblastes qui synthétisent la dentine. La zone centrale comporte des éléments cellulaires habituels de type fibroblastes et macrophages, une matrice extracellulaire conjonctive et un axe vasculo-nerveux de type terminal, pénétrant par les orifices apicaux de la dent. L'innervation sensitive est fournie par les branches terminales du nerf trijumeau. On distingue la pulpe coronaire, encore appelée chambre pulpaire, située dans la couronne de la dent. On distingue la pulpe coronaire, encore appelée chambre pulpaire, située dans la couronne de la dent, et la pulpe radiculaire, appelée canal pulpaire, située dans la racine. Les cavités pulpaires sont le reflet des contours externes des organes dentaires. Le sément est un tissu cellulaire recouvrant la dentine au niveau de la racine. Il est composé à 65% d'une phase minérale formée en majeure partie de cristaux d'hydroxyapatite et à 25% d'une phase organique. Les 10% restants sont composés d'eau. Le sément étant beaucoup moins résistant que l'émail, les caries progressent beaucoup plus vite au niveau des racines.
Comblant l'espace séparant la racine et les alvéoles dans lesquels les dents s'insèrent, le sément fait partie du parodonte. Appareil de soutien de la dent, le parodonte est formé par 4 éléments: l'os alvéolaire, le sément, le desmodonte et la gencive. En continuité avec l'os basal maxillaire pour l'arcade dentaire du haut et mandibulaire pour l'arcade dentaire du bas, l'os alvéolaire est composé d'os spongieux entouré de 2 corticales. Il est creusé d'alvéoles où se logent les dents, alvéoles tapissées par une couche d'os compact, la lamina dura. Son architecture étant liée à la présence de dents, elle est constamment remodelée au cours de la croissance alvéolaire. Et l'os alvéolaire se résorbe progressivement sur les zones édentées. Cet os alvéolaire qui supporte les dents naît et meurt avec elles. Le desmodonte, ou ligament alvéolo-dentaire ou périodonte, est un tissu conjonctif dense, véritable appareil suspenseur et amortisseur de la dent. Il est formé de nombreux trousseaux fibreux unissant le sément radiculaire à l'os alvéolaire. Il s'agit donc d'une articulation avec des mouvements possibles, même si ceux-ci sont très réduits. La dent n'est pas soudée à l'os, sauf en cas d'ankylose où le sément et l'os fusionnent. Le desmodonte renferme des cellules de régénération osseuse, ligamentaire et sémentaire. Siège de la proprioception, il est richement innervé par des mécanorécepteurs qui renseignent le système nerveux central sur l'occlusion des dents mandibulaires avec les dents maxillaires. Ainsi, un simple pépin de raisin, pourtant inframillimétrique, qui s'interposerait entre les dents maxillaires et mandibulaires, perturbe la relation des dents entre elles, donc dérègle l'articulé dentaire, ce qui se ressent fortement. La gencive assure le rôle d'un manchon autour de chaque dent et recouvre l'os alvéolaire. C'est donc la partie visible du parodonte. Elle est constituée du chorion, recouvert d'un épithélium. On distingue la gencive marginale ou gencive libre. Elle délimite avec la couronne dentaire le sillon gingivo-dentaire ou sulcus. Son fond est occupé par une attache épithélio-conjonctive, véritable barrière entre le parodonte profond et la flore buccale. La gencive attachée, qui comme son nom l'indique s'attache à l'os alvéolaire sous-jacent. La muqueuse libre, en direction apicale, lâche, elle est séparée de la gencive par la jonction muco-gingivale. Et la papille gingivale, qui est la gencive située dans l'espace entre chaque dent. Le manque d'hygiène buccale peut conduire à une gingivite, qui est une inflammation de la gencive, généralement due au tartre, et qui provoque à terme des récessions gingivales. Quelques mots d'embryologie. L'embryologie dentaire commence par l'embryologie faciale. Elle se produit au niveau d'un seul des 3 feuillets qui constituent l'embryon, le feuillet ectoblastique ou ectodermique. À la 4e semaine se développent les bourgeons faciaux et branchiaux, aboutissant à la constitution du massif facial. Vers la 5e semaine, la face présente plusieurs bourgeons qui circonscrivent une cavité, le stomodéum, future cavité buccale, provisoirement obturée par la membrane pharyngienne. On distingue de haut en bas un bourgeon nasofrontal médian présentant latéralement 3 paires de différenciations épithéliales, les placodes ophtalmiques, optiques et otiques. 2 bourgeons maxillaires, 2 bourgeons mandibulaires qui fusionnent à la 5e semaine. Les bourgeons maxillaires et mandibulaires sont issus du premier arc branchial et sont constitués de tissus mésenchymateux au sein duquel se développent les structures cartilagineuses, musculaires et osseuses, et d'un revêtement ectoblastique. Quelques mots d'embryologie dentaire. La formation des dents va provenir d'une double origine ectoblastique. Au niveau des parois du stomodéum, 2 groupes de cellules ectoblastiques vont contribuer à la formation de la dent. Il s'agit des cellules épithéliales ectoblastiques d'une part et des cellules ayant migré de la crête neurale ou cellules mésenchymateuses d'autre part.
Les dents ont donc une double origine embryologique, épithéliale et mésenchymateuse. Vers le 2e mois, des épaississements se forment au niveau du revêtement épithélial du stomodéum. Ces bourgeons ectoblastiques vont ensuite s'enfoncer dans le mésenchyme sous-jacent pour réaliser une structure cellulaire, la lame primitive ou mur plongeant. La lame primitive va ensuite émettre un prolongement médial, la lame dentaire, à l'origine de la coiffe épithéliale, structure en forme de cupule, puis de cloche. Sous cette cupule de cellules épithéliales, le mésenchyme se condense et forme la papille dentaire. À terme, la cupule épithéliale aboutira à la formation de l'émail grâce à la prolifération des adamantoblastes. Et le bourgeon mésenchymateux aboutira à la formation de la dentine par la prolifération des odontoblastes. Il existe cependant une interaction entre les différentes structures et toute anomalie de l'une retentira sur l'autre. Entre les bourgeons, la lame dentaire régresse entre la 12e à la 15e semaine. Les ébauches dentaires se retrouvent incluses dans le tissu mésenchymateux. À l'extérieur, l'ectoblaste se creuse d'un profond sillon, le vestibule, séparant la gencive des lèvres et des joues. La formation de la couronne va commencer vers la 10e semaine. La cupule épithéliale ou organe de l'émail présente deux versants, une couche latérale, l'épithélium adamantin latéral, et une couche médiale, l'épithélium adamantin médial, qui borde la concavité. L'épithélium médial est constitué d'adamantoblastes. Entre ces deux épithéliums se trouve du tissu lâche, la gelée de l'émail. Dans la concavité de la cupule, le mésenchyme se condense, formant la papille dentaire. Au contact des adamantoblastes apparaît une couche d'odontoblastes. Cette zone d'accolement entre ces deux couches cellulaires est la future zone de jonction entre émail et dentine. Sa forme détermine la forme de la dent. C'est dans cette zone que s'élaborent les structures minéralisées de la couronne. Les adamantoblastes produisent de longs cristaux d'émail, déposés progressivement de l'intérieur vers l'extérieur par couches successives. Durant cette production, les cellules sont repoussées dans la gelée qui disparaît. Les dernières cellules restant à la surface de l'émail s'éliminent au moment de la sortie de la dent. Les odontoblastes sécrètent au contact de l'émail de la prédentine qui se calcifie pour former la dentine. Elle va être déposée de l'extérieur vers l'intérieur. Les corps cellulaires des odontoblastes sont progressivement repoussés vers le centre de la papille par leur propre sécrétion. Seule échappe à ce processus d'invasion par la dentine la région centrale de la dent qui constitue la cavité pulpaire. La formation de la racine débute pendant l'éruption de la couronne. Au niveau du cul-de-sac interne de la cupule épithéliale, les épithéliums médial et latéral s'accolent et s'enfoncent dans le mésenchyme. En dedans se forment des odontoblastes élaborant la dentine de la racine. La couche odontoblastique prolifère de la couronne vers l'apex. En dehors, les cellules mésenchymateuses se différencient en sémentoblastes qui élaborent une fine couche de sément recouvrant la dentine. Autour se forme le ligament alvéolo-dentaire. Vers la 10e semaine, apparaissent de petits bourgeons à la face interne de la lame dentaire. Ce sont les ébauches des 20 dents définitives antérieures, car les bourgeons des molaires définitives se formeront à partir d'une expansion postérieure de la lame dentaire. Ces bourgeons resteront quiescents au stade de cloche dentaire à la face interne des dents de lait jusqu'à l'âge de 6 ans, puis évolueront comme les bourgeons des dents provisoires. Sur le plan autogénique, la présence des dents sur l'arcade procède de deux phénomènes qui se succèdent dans le temps, même si, quand le deuxième commence, le premier n'est pas encore terminé. Le premier phénomène est celui de la formation dentaire qui crée la dent et l'amène jusque sous la gencive. Le deuxième phénomène est celui qui fait sortir la dent dans la cavité buccale, c'est l'éruption dentaire. La croissance de la racine repousse la couronne qui fait irruption dans la cavité buccale. Les premières dents provisoires apparaissent au 6e mois après la naissance, les dernières vers 2 ans et demi. Pour résumer, on peut identifier 6 stades dans le développement chronologique des dents temporaires.
le début de calcification de la couronne, la minéralisation complète de la couronne et début de l'édification radiculaire, l'éruption dans la cavité buccale, la formation complète de la racine, le début de la résorption radiculaire, l'exfoliation de la dent temporaire et son remplacement par la dent permanente successionnelle. Schématiquement, il se passe 3 ans entre la formation de la couronne et l'éruption, et 3 ans entre l'éruption et la fermeture de la racine. La denture est définie comme un terme anatomique qui désigne l'ensemble des dents en place sur l'arcade. La dentition est un terme physiologique qui désigne un phénomène actif correspondant à l'éruption des dents sur l'arcade dentaire et l'évolution des dents sur celle-ci. Les dents sont disposées sur 2 arcades dentaires, maxillaires et mandibulaires, dont chacune peut être divisée en 2 moitiés symétriques par rapport à la ligne médiane. La denture est ainsi délimitée en 4 cadrans. La denture temporaire ou lactéale comporte 20 dents, 10 dents maxillaires et 10 dents mandibulaires. Elle se met en place entre l'âge de 6 mois et 2 ans et demi. Chaque cadran comporte d'avant en arrière ou de mésial en distal une incisive centrale, une incisive latérale, une canine, une première molaire, une deuxième molaire. Les deuxièmes molaires seront remplacées par les prémolaires permanentes. La denture adulte ou permanente comporte 32 dents. Chaque cadran comporte 2 mésiales en distal, une incisive centrale, une incisive latérale, une canine, une première prémolaire, une deuxième prémolaire, une première molaire, une deuxième molaire, vers l'âge de 12 ans, on l'appelle donc la dent de 12 ans, et une troisième molaire qui apparaît vers l'âge de 18 ans, c'est la dent de sagesse qui est souvent incluse, voire absente. On parle alors d'agénésie. La denture permanente se met en place entre l'âge de 6 et 18 ans. La séquence d'éruption se fait grossièrement en 2 étapes. La première étape, entre 6 et 8 ans. D'abord les premières molaires, première dent définitive à apparaître, surnommée dent de 6 ans, puis les incisives centrales, puis les incisives latérales. La deuxième étape, entre 9 et 12 ans, débute par la mise en place des canines, des prémolaires et des deuxièmes molaires surnommées dents de 12 ans. Ainsi, à 12 ans, après l'éruption de la deuxième molaire, toutes les dents ont fait leur éruption, sauf les troisièmes molaires ou dents de sagesse, qui se mettent en place vers l'âge de 18 ans. Si elles ne sont pas incluses, ce qui est assez fréquent, voire absentes, et alors on parle donc d'agénésie. De 6 à 12 ans, entre les 2 étapes d'éruption des dents permanentes, la denture mixte se caractérise par la présence sur l'arcade de dents temporaires et permanentes. Elle commence par l'apparition de la première molaire permanente et se termine par l'éruption de la deuxième molaire permanente. La dénomination des dents suit une nomenclature très précise et qui est un consensus international. Les dents sont disposées sur 2 arcades dentaires, dont chacune peut être divisée en 2 moitiés symétriques par rapport à la ligne médiane. Chacun des cadrans comporte pour la denture temporaire 5 dents, 2 incisives, une canine et 2 molaires, et pour la denture définitive 8 dents, 2 incisives, une canine, 2 prémolaires et 3 molaires. Dans chaque hémi-arcade, les dents sont numérotées depuis l'incisive médiane jusqu'à la dernière dent, pour les dents temporaires de 1 à 5 et donc de 1 à 8 pour les dents définitives. La dent sera numérotée par 2 chiffres. Le premier désigne, dans le sens des aiguilles d'une montre, le cadran dont fait partie la dent. 1 pour le cadran supérieur droit, 2 pour le cadran supérieur gauche, 3 pour le cadran inférieur gauche et 4 pour le cadran inférieur droit. Le second chiffre désigne le numéro de la dent dans le cadran considéré. Ainsi, la dent numéro 13 sera une dent située dans le cadran supérieur droit et la troisième dans ce cadran en partant de la ligne médiane. Il s'agit donc de la canine supérieure droite. Pour les dents temporaires, les cadrans seront numérotés de 5 à 8, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Le cadran numéro 5
désignant le cadran supérieur droit, le 6, le cadran supérieur gauche, le 7, le cadran inférieur gauche et le 8, le cadran inférieur droit. Ainsi, la dent numéro 65 désigne une dent temporaire ou dent déciduale ou de lait située dans le cadran supérieur gauche en 5e position par rapport à la ligne médiane. Il s'agit donc de la 2e molaire. Nous allons parler maintenant de la morphologie propre des dents. Tout d'abord, la morphologie dentaire permanente. Du point de vue morphologique, il existe 2 groupes de dents. Le groupe des dents antérieures ou groupe incisivo-canin, comprenant les incisives, préhensile et coupantes, les canines dilacératrices, et le groupe des dents postérieures, appelé groupe cuspide, car elles présentent sur leur surface occlusale des tubercules ou des pointes appelées cuspides. En font partie les prémolaires et les molaires qui sont des dents masticatrices. Les incisives sont au nombre de 8, soit 2 par demi-arcade. La plus proche de la ligne médiane ou la plus mésiale est l'incisive centrale. L'incisive latérale est située distalement. Elle participe avec les canines à la constitution du groupe antérieur, appelé également groupe incisivo-canin. Elles jouent un rôle important dans l'expression faciale et dans l'esthétique, tant par leur forme, leur couleur, leur organisation, que par le fait qu'elles soutiennent les lèvres et les tissus orofaciaux. Elles permettent la section des aliments grâce à une longue arête de morsure horizontale, le bord incisif. Les incisives maxillaires sont plus grandes que les incisives mandibulaires, elles les surplombent. L'incisive centrale maxillaire est toujours plus grande que l'incisive latérale, alors que c'est l'inverse au niveau de la mandibule. Ce sont des dents monoradiculées, c'est-à-dire qu'elles n'ont qu'une racine. Les canines sont au nombre de 4, soit une par hémiarcade. Elles se situent immédiatement en arrière de l'incisive latérale et en avant de la première prémolaire. Elles constituent avec les incisives le groupe antérieur ou groupe incisivo-canin. L'éruption s'effectue entre 9 et 12 ans et la canine mandibulaire précède la canine maxillaire. Ce sont les unités dentaires les plus longues de l'arcade dentaire. Elles présentent une cuspide unique, c'est-à-dire une seule pointe. Leur forme pointue est intermédiaire entre celle des incisives et celle des prémolaires. Les canines participent à la section du bol alimentaire avec les incisives et dans une moindre mesure à l'écrasement avec les dents cuspidées. En résumé, elles ont un rôle de dilacération. Elles présentent une seule racine fortement développée et puissante. Cette implantation radiculaire puissante développe au niveau des contours osseux la bosse canine. Pour les canines maxillaires, une infection à l'extrémité de leur racine se transmet jusqu'à la région orbitaire. C'est pourquoi la canine est ainsi surnommée dent de l'œil. Les prémolaires sont au nombre de 8, soit 2 par hémiarcade. Elles se situent immédiatement en arrière des canines et en avant des molaires. Faisant leur éruption entre 9 et 12 ans, elles prennent la place des molaires temporaires. Sur le plan fonctionnel, elles participent par des cuspides acérées telles des canines à la perforation et à la dilacération des aliments. Et elles contribuent par leur surface occlusale à l'écrasement du bol alimentaire tel de petites molaires. Sur le plan morphologique aussi, elles constituent une transition entre les canines et les molaires. Elles sont porteuses d'au moins 2 cuspides. Les premières prémolaires supérieures présentent généralement 2 racines. Toutes les autres n'en comportent qu'une seule. Les molaires, si elles sont toutes présentes, sont au nombre de 12, soit 3 par hémiarcade. Elles occupent la portion la plus postérieure de chaque arcade, de chaque côté, en arrière de la seconde prémolaire. Les molaires maxillaires comportent 3 racines, 2 vestibulaires et une linguale, alors que les molaires mandibulaires en comportent 2, une mésiale et une distale. Les molaires participent essentiellement à l'écrasement du bol alimentaire en raison de leur grande surface occlusale et de la forte implantation radiculaire qui les caractérise.
La surface occlusale présente de 3 à 5 cuspides séparés par des sillons. Les dents de sagesse ont, elles, une anatomie plus variable. Elles sont souvent incluses, voire absentes, et leurs racines sont souvent soudées. La morphologie des dents lactéales, des dents de lait, est un peu différente. La couronne est généralement plus petite et plus globuleuse que celle des dents permanentes, sauf pour les molaires, dont le diamètre mésiodistal est plus grand que celui des prémolaires successionnels. L'implication carieuse est plus fréquente car l'épaisseur de l'émail est plus faible et cette épaisseur faible va donner un aspect d'une coloration très laiteuse qui est caractéristique de la dent des enfants. La progression de la carie est du coup aussi beaucoup plus rapide. La pulpe est proportionnellement plus volumineuse. La chambre pulpaire paraît plus grande puisque la dent va être avec une couronne plus globuleuse. Les canaux pulpaires sont plus proéminents. Les racines, proportionnellement, vont paraître plus longues et plus effilées. Elles se terminent par un apex pointu. Leurs axes sont donc plus inclinés. Sur les dents antérieures, l'extrémité apicale s'incurve en direction vestibulaire, ce qui permet aux germes successionnels de faire leur maturation en position linguale. Les racines des dents postérieures sont très divergentes, ce qui permet aux dents permanentes de faire leur maturation en position interradiculaire.